Robert Aubin au microphone de votre balado, votre député prof. Alors, si vous nous captez pour la première fois, bienvenue. Si vous êtes maintenant des habitués, plus particulière, bienvenue encore puisque vous êtes des fidèles. Balado 4 aujourd'hui, épisode 4, qui s'intitule « 15 semaines pour guérir, ce n'est pas assez ». C'est à la fois un moment d'indignation et un solide coup de chapeau à Marie-Hélène Dubé. Rebienvenue, Robert Aubin, votre député prof qui vous présente le 4e épisode de sa balado. Et je vous avoue qu'aujourd'hui, j'hésite à trouver le bon ton pour cette chronique parce que d'emblée de jeu, je devrais avoir le ton d'un insurgé parce que la question est vraiment à la fois délicate et son non-règlement depuis des années devrait faire en sorte que non seulement je m'insurge, mais que vous soyez nombreux à vous insurger aussi. Mais d'un autre côté, je veux sur le même sujet souligner le travail exceptionnel d'une dame au Québec que vous connaissez peut-être, et si vous ne la connaissez pas, vous la connaîtrez après cet épisode. Est-ce que le nom de Marie-Hélène Dubé vous dit quelque chose? Eh bien, si le nom de Marie-Hélène Dubé ne vous dit rien, c'est que vous n'êtes pas encore parmi les plus de 600 000 signataires qui ont apposé leur nom sur sa pétition qui s'intitule « 15 semaines pour guérir, c'est pas assez ». Alors, je vous explique de quoi il en retourne. Au moment où Marie-Hélène Dubé débute sa croisade, je pense que c'est le terme juste, c'est parce qu'elle a vécu dans sa vie personnelle un premier épisode de cancer. Je dis un premier parce qu'il y en aura 3. Quand vous dites que quelqu'un a de la résilience, rencontrer Marie-Hélène Dubé, c'est comprendre cela. Évidemment, quand ce choc vous arrive, la première chose, j'imagine, à laquelle vous pensez, c'est comment mettre ensemble toutes les énergies, toutes les ressources possibles pour combattre efficacement ce cancer, tourner la page et passer à autre chose, en sachant bien qu'il faudra y mettre certainement du temps. Or, la première chose à laquelle vous pensez, c'est peut-être pas nécessairement « ai-je les revenus financiers qui me permettront de traverser cette épreuve que la vie met sur ma route? » Eh bien, si vous êtes chanceux, parce que déjà, il faut être chanceux, si vous arrivez à vous qualifier à l'assurance-emploi, vous pourriez avoir ce qui s'appelle des prestations d'assurance-emploi maladie. Vous pourriez recevoir 15 semaines de prestations. Vous avez bien compris, 15 semaines de prestations. Alors, si vous êtes capable de me trouver quelqu'un dans votre entourage, dans vos connaissances, ou peut-être même, j'espère que non, mais vous-même, qui avez dû traverser cette lourde épreuve et qui l'avez fait en moins de 15 semaines, ben vous êtes un recordman. Parce que 15 semaines, ça inclut tout. Et on sait que, par exemple, juste le temps d'aller passer des examens diagnostiques, de recevoir les résultats, le compteur tourne déjà et le traitement en tant que tel n'est pas amorcé. Et une fois le traitement amorcé, la longueur est variable selon le type de cancer, selon le degré d'avancement. Alors, vous voyez bien que 15 semaines, ça passe à la vitesse de l'éclair. Et après ce 15 semaines, il vous reste quoi? Ben, il vous reste pas grand-chose ou il vous reste vos économies personnelles. Si, comme Mme Dubé, vous avez eu la chance d'être une jeune professionnelle au travail qui avait accumulé, rappelons-le, pour se qualifier à l'assurance-emploi, ça prend autour. Je dis autour parce que le nombre d'heures pour se qualifier varie d'une région à l'autre en fonction du pourcentage de chômage qui existe dans votre région. Mais mettons qu'on fait un chiffron autour de 600 heures. Vous devez avoir accumulé 600 heures dans les 2 dernières années pour être capable de vous qualifier. Avec cette règle un peu absurde, d'abord que le nombre d'heures varie selon la région dans laquelle vous habitez,
est un peu aléatoire et un peu ridicule parce qu'au moment où vous avez besoin des prestations, c'est parce que vous avez perdu votre emploi. Et peu importe que le taux de chômage dans votre région soit à 3, à 4, à 5, à 6 ou à 2 %, vous êtes parmi ceux qui n'ont pas d'emploi, qui avaient perdu votre emploi et avaient besoin d'un revenu pour passer à travers cette épreuve. Elle avait accumulé ses 600 heures. Elle a donc eu droit à ses 15 semaines d'assurance emploi maladie pour essayer de traverser courageusement l'épreuve qui l'affectait. Mais après, il n'y avait pas d'autre solution que celle que plusieurs ont envisagée et mis en place, c'est-à-dire réhypothéquer sa maison pour ceux qui sont propriétaires et faire en sorte de se dégager une marge de manœuvre qui, à toute fin pratique, n'existe pas. Là, parce que si vous réhypothéquez votre résidence, vous êtes en train de vous donner double paiement. Peut-être que vous êtes en train de sortir vos REER aussi pour vous donner à court terme une mobilité ou une fluidité financière, mais qui va vous coûter le gros prix à la fin de l'année quand viendra le temps de faire vos impôts parce que ça va s'ajouter à votre revenu pour toute la période de l'année où vous avez été à l'emploi avant que la maladie ne vous frappe. Alors, vous voyez bien que mathématiquement et financièrement, c'est totalement absurde. Donc, Mme Dubé met en place, après son 2e et 3e épisode, ça n'a pas de sens là. Il faut que le régime d'assurance-emploi soit revu et corrigé et soit, à tout le moins, l'équivalent de ce qu'on trouve dans l'ensemble des pays du G8. Il n'y a aucun pays du G8 qui offre moins que 50 semaines et il y en a qui vont au-delà des 52 semaines que constitue une année. Au Canada, ces statistiques-là, ça n'a pas été revu depuis la création du régime ou à peu près. Et il faut en plus dire que les prestations d'assurance-emploi que vous recevez, si tel est votre cas, elles n'ont pas été indexées depuis 1971. Il me semble que ça fait un petit bout là, et que le pouvoir d'achat que vous pouviez avoir avec le même montant en 1971 et en 2019, ça a passablement changé. Et on se rappellera toujours que de toute façon, le chèque que vous recevez, c'est un pourcentage du salaire que vous gagniez quand vous étiez au travail. Et si vous aviez la chance d'être très bien rémunéré, vous n'aurez même pas le pourcentage du total de votre salaire puisqu'il y a aussi un plafond admissible. Alors, on voit bien qu'on est en train de parler d'un chèque minimal, d'un filet de sécurité, évidemment, qui vous permet de passer à travers l'épreuve, ce qui est de toute évidence pas le cas quand on parle d'assurance emploi maladie. Je vous le disais, aujourd'hui, plus de 600 000 personnes ont signé cette pétition et la loi n'a toujours pas changé. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce que ça change d'ajouter mon nom si 600 000 personnes, c'est pas assez pour faire bouger le gouvernement? Parce que vous pourriez être la goutte qui fait déborder le vase. Et plus ce mouvement-là est en progression, plus on est capable de faire la démonstration que le mouvement d'indignation s'amplifie jour après jour, semaine après semaine, plus la pression se met sur le gouvernement, particulièrement à l'aube d'une campagne électorale. Curieusement, le NPD soutient et propose des projets de loi à chacune des législatures pour faire passer de 15 semaines à 50, 52, dépendamment des ajustements qu'il nous faudra faire avec la période, les 2 semaines qui sont devenues une semaine avec le gouvernement libéral d'attente avant le premier chèque. Mais disons autour d'un an. À chaque fois, ce projet de loi-là, déposé par les néo-démocrates, a été battu par le gouvernement en place. Tantôt, il était conservateur. Maintenant, il est libéral. Un gouvernement libéral qui nous avait promis de changer ça au cours du présent mandat. Une autre promesse, sinon brisée, à tout le moins pas tenue par le gouvernement Trudeau, comme il y en a plusieurs autres, alors que ils ont fait des modifications à la marge en termes d'assurance-emploi. Je parlais par exemple des semaines d'attente qui étaient de 2 semaines avant. Les libéraux l'ont réduit à 1. Dans plusieurs pays du G8, encore une fois, il n'y a pas du tout de période. C'est 0. Bon,
On peut toujours se réjouir d'avoir une semaine à attendre plutôt que 2, mais c'est absurde parce que la réalité, c'est que tant sous les conservateurs que sous les libéraux, au moment où je vous parle encore, c'est moins de 4 travailleurs ou travailleuses sur 10 ayant cotisé au régime d'assurance-emploi qui réussissent à se qualifier pour le régime au moment où ils en ont besoin, ou bien parce qu'ils ont perdu un emploi, ou bien parce que la maladie les frappe. Moins de 4 travailleurs sur 10. Et on se rappellera que le régime d'assurance-emploi, c'est une assurance. C'est comme les assurances que vous prenez pour votre voiture, pour votre maison, pour votre vie. Imaginez que vous ayez affaire à une compagnie d'assurance qui indemnise moins de 4 de ses assurés sur 10 au moment où ce pourquoi ils se sont assurés leur arrive. Vous auriez tôt fait de changer de compagnie d'assurance. Malheureusement, on peut quand même changer de gouvernement, ce qui ne serait pas une mauvaise idée et probablement l'équivalent de changer de compagnie d'assurance. Et il faut bien voir que depuis plusieurs années, le gouvernement, qui, à l'origine du régime d'assurance-emploi, était un des cotisants au régime, ne dépose plus un sou à l'assurance-emploi. Ça veut dire que l'ensemble des fonds que gère l'assurance-emploi proviennent à 100% des employeurs et des employés. Et que le gouvernement n'y met pas un sou, mais en poche, j'allais dire tous les profits, parce que vous imaginez bien que quand 10 personnes sur 10 cotisent et que 4 récoltent parfois pour une période relativement courte les bénéfices auxquels ils ont droit, vous imaginez bien les surplus qui s'accumulent dans cette caisse d'assurance-emploi, que la Cour suprême a jugé comme étant partie prenante des revenus généraux de l'État. Alors, moi, j'ai toujours appelé ça un vol institutionnel. La Cour suprême a dit que c'était légal. Moi, je dis, soit, c'est peut-être légal, mais ça ne demeure pas légitime pour autant, puisque c'est l'argent des travailleurs, des travailleuses et des employeurs qui sont dans cette caisse-là et qui devrait servir à indemniser les travailleurs au moment où le pire les frappe. Alors, je vous dis, si vous n'êtes pas allé signer cette pétition-là, allez faire un tour. Vous avez simplement à taper ou bien 15 semaines pour guérir, ce n'est pas assez, ou vous tapez sur un module de recherche Marie-Hélène Dubé, vous allez arriver automatiquement sur sa pétition. Et je vous invite même à imprimer une version papier de cette pétition-là, à la faire signer dans votre entourage pour qu'on soit non plus des centaines de milliers, mais des millions au Canada à dire à tous les partis politiques, peut-être sauf le NPD, parce que notre engagement est là de longue date. Et soyez sans crainte, si on était au pouvoir à la prochaine élection en 2019, ce sera chose réglée. Et si on n'y était pas, mais qu'on avait la chance, par exemple, de détenir la balance du pouvoir, ce qui est une avenue, je dirais, ma foi, assez crédible. Est-ce que ce serait un gouvernement libéral, conservateur? Je ne saurais dire, mais qu'on se dirige vers une possibilité de gouvernement minoritaire, c'est très pensable avec la balance du pouvoir dans les mains du seul parti qui accompagne réellement les travailleurs et les travailleuses depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Cette question-là serait réglée en moins de temps qu'il n'en faut pour crier ciseaux. Bon, peut-être que j'exagère un peu parce que ciseaux, c'est très rapidement dit, mais de toute évidence, vous comprenez bien que c'est dans les priorités et dans l'ADN même de notre parti. Alors, et comme on a déposé à chaque législature les projets de loi qui vont en ce sens, auxquels tant les conservateurs que les libéraux, quand ils sont dans opposition, flirtent avec l'idée, parfois même disent être en accord, et oups, curieusement, quand ils prennent le pouvoir, ça n'existe plus. La priorité n'est plus là. Eh bien, la priorité dans ma prochaine campagne et ma priorité à tous les jours, elle va d'abord aux personnes. Et développer une société canadienne, québécoise, où on répartit mieux la richesse après l'avoir créée, voilà l'ADN même du Parti néo-démocrate. Alors, je l'ai toujours dit, je vais faire campagne sur 3 éléments. Les enjeux climatiques, la justice fiscale et la justice sociale. Et quand on parle du combat de la croisade de Marie-Hélène Dubé, je dis très clairement, je suis à ses côtés, nous sommes à ses côtés et j'espère que nous serons de plus en plus nombreux à être à ses côtés pour faire en sorte que, quelle que soit la couleur du prochain gouvernement, cette question-là soit un incontournable et qu'on la règle une fois pour toutes parce que
15 semaines pour guérir, c'est nettement pas assez. Merci d'avoir été à l'écoute et puis on se retrouve peut-être la semaine prochaine ou peut-être une journée XYZ si vous écoutez les épisodes en rafale et que vous avez choisi de suivre les 4, 5, 6, 7. Je ne sais pas à quel moment vous me prendrez, mais c'est toujours un plaisir de vous savoir à l'écoute. Et je signale au passage que j'ai déjà des rétroactions de gens qui me proposent des sujets. Un sur la lutte aux paradis fiscaux et quelles sont les propositions néo-démocrates. Excellent sujet sur lequel je vais très, très, très certainement revenir dans les prochaines semaines. Alors, je vous dis au revoir, bonne nuit, bonne journée, bonne fin de semaine, bonne route si vous êtes en voiture et à la prochaine.